bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce lieu magique qu'est la Villa Les Roches Brunes. Vous avez pu apprécier les éclairages et accueillis par Chopin dans cette salle à manger, salon, salle résidentielle de cette villa. Les Dinardais, je fais un petit historique, les Dinardais ont souhaité par leur vote du printemps dernier un renouvellement dans les grands rendez-vous culturels de chaque saison. Et celui qui et pour qui nous sommes réunis ici ce soir n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit bien de l'avenir et même du devenir du très grand festival international de musique classique de Dinard et de la Côte d'Émeraude, qui s'appuie sur près de 25 ans d'histoire. Nous ne pouvons pas, nous, Dinardais, évoquer le festival sans parler de Stéphane Boutet. Stéphane Boutet, parti trop vite et à qui nous devons le génie créatif et l'énergie de départ d'un formidable événement. Et à tous ceux, à la fois musiciens de talent, organisateurs hors pair, bénévoles passionnés, public de connaisseurs et fidèles, qui ont tous contribué à la construction de ce festival au fil du temps, qui est reconnu internationalement maintenant, grâce en particulier aussi à la cheville ouvrière de l'époque, c'est le docteur Pierre Julienne. Il a relevé le gant et repris le festival dans les années 90. Notre festival de musique dinardais doit être à l'image des plus grands festivals européens, tels que, je pense aux Saintes, mais aussi Menton, Colmar, ou pourquoi pas Salzbourg. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de lui donner en réalité tous les moyens, de l'optimiser, afin de répondre à une demande qui est non seulement celle du public, mais qui est aussi celle de nombreux musiciens de très grand talent qui souhaitent pouvoir s'investir et s'exprimer à Dinard et faire partager leur émotion. Alors le thème central de notre campagne électorale était axé sur un essor et un rayonnement plus important, plus grand de notre ville de Dinard. Je ne déroge en rien à cette promesse, bien au contraire. Et à l'heure où beaucoup d'élus, pour des sujets de restriction budgétaire, font le choix de déserter la culture, eh bien nous faisons le choix, un choix contraire, en donnant un nouveau souffle, une nouvelle âme à un festival de musique classique dont nous ne pouvons qu'être fiers, c'est celui de Dinard et de notre Côte d'Émeraude. Alors, en optimisant notre festival, nous l'ouvrons tout simplement vers d'autres talents. Nous l'ouvrons à des jeunes qui ont pris d'un immense travail, n'est-ce pas, Madame Olivrin, adjointe à la culture, ont pris d'un immense travail quotidien, régulier, de conseils et d'avis de leurs aînés, deviendront nos grandes stars de demain. Pour les aider à y parvenir, en réalité, nous souhaitons intégrer pendant le festival des masterclass. Alors ça, évidemment, le terme est un petit peu barbare, puisqu'en fait, on a du mal à traduire et à utiliser le mot français des cours d'interprétation. On peut finalement très bien parler de cours d'interprétation pour nos amis anglophones. Par conséquent, nous souhaitons ouvrir à ce type de manifestation. Et aussi laisser la chance à des parcours plus atypiques, avec des récitals de jeunes talents, qui sont des fois sortis du rang, et à qui on doit proposer ou donner la chance, en fait, de la reconnaissance. Et aussi, beaucoup parmi le public nous ont demandé, en fait, d'entendre d'autres instruments et des œuvres un peu différentes. Et donc, nous y travaillons. Alors, nous y travaillons, bien sûr, dans l'urgence. Nous sommes activés, réactivés tous depuis des semaines, là, très récemment, et nous sommes en train donc de reconstituer un vrai noyau
de travail avec des mélomanes et des gens passionnés. Il faut désormais donner à notre festival la dimension qui doit être la sienne et y associer la région Bretagne, c'est un souhait. Je mesure d'ailleurs tout l'intérêt qu'elle porte, cette région, à la culture en général et à la musique en particulier, puisque l'Orchestre symphonique de Bretagne est le meilleur ambassadeur que nous puissions avoir et il est reconnu sur tout le territoire et au-delà. Donc développons et intensifions nos liens avec les conservatoires de Dinan, de Saint-Malo, voire de Nantes, de la région. C'est pourquoi j'ai souhaité en fait confier les rênes du festival à un nouveau directeur artistique, Maître Ramzi Yassa, que vous avez déjà découvert ce soir, parce qu'il avait cette sensibilité très très proche et cette ouverture aux autres, ce sens de l'échange et également celui de la pédagogie. Son aventure humaine et musicale débute bien entendu au Caire, puisqu'il est égyptien et qu'il a étudié à l'école française du Caire. Là encore, une démarche bien particulière de ses parents, avec une ouverture très particulière, à une époque où on choisissait plutôt les écoles britanniques ou américaines, lorsqu'on appartenait à une certaine société. Cette famille a choisi donc l'école française du Caire. Et par la suite, lauréat de nombreux prix internationaux, le jeune Ramzi Yassa s'est produit à travers le monde, dans des salles très prestigieuses, telles que le Barbican, le Kennedy Center, le Mann Auditorium, la salle Gaveau, le Musikverein, le Palais des Beaux-Arts, le Palais, la Philharmonie de Berlin, le Théâtre des Champs-Élysées, le Tivoli et j'en passe. Donc après avoir étudié au Caire, Ramzi Yassa poursuit son parcours au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Là, c'est encore une démarche très particulière, quand on a 18 ou 20 ans, qu'on décide tout simplement pour exercer et mettre en valeur toute cette passion, partir 5 ans, seul, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est accueillie l'élite musicale de l'époque et qu'il peut bénéficier pendant 5 ans de l'enseignement du grand maître russe Sergueï Dorensky. Donc ces concerts avec orchestre l'ont déjà d'ailleurs associé, on s'en est déjà rendu compte à plusieurs reprises, à de grands chefs d'orchestre, donc comme Ashkenazi ou Charles Groves, ou Yehudi Menuhin, Zubin Mehta, Leonard Stakin ou Horstein. Il est également lauréat du concours Marguerite Long et du concours Viotti. Il s'est vu décerner un certificat d'honneur au concours Tchaïkovski, ainsi que le premier grand prix du concours international de Santander. Aujourd'hui, il participe, dans ce souci toujours d'écoute et de découverte de jeunes talents, à des grands jurys de grands concours internationaux, en particulier le concours Horowitz, le concours Arthur Rubinstein, cette année encore 2014 en Israël, où il était vice-président, aux côtés de l'éternel Harry Vardy, que vous connaissez sans doute, qui est le président à vie, professeur au conservatoire de Hanovre, et qui l'avait invité donc à être son bras droit, si j'ose dire, pour ce concours Rubinstein. Et là, ça lui permet effectivement de revoir, d'écouter et de découvrir de jeunes talents. Il y a également le concours de Leeds et de Santander, pour ne citer que quelques-uns. Alors depuis 2002, il est le directeur artistique du Manasteri Palace au Caire. Vous avez pu voir d'ailleurs là ce soir une partie d'un récital Chopin dans ce lieu. Il reçoit d'ailleurs plusieurs médailles et distinctions, dont la médaille Franz Liszt à l'occasion du bicentenaire de sa mort, et il est membre d'honneur également de l'association Animato à Paris, ainsi que musicien d'honneur de l'Orchestre des Jeunes de Shanghai. En 2007, il reçoit le prix du mérite de l'État égyptien et ses disques sont salués d'ailleurs par la presse musicale très régulièrement, en particulier le dernier CD consacré à Beethoven et puis les sonates et lieder a reçu le coup de cœur de Piano Magazine. Alors il faut dire qu'à ses activités de concertiste, Ramzi Yassa a cette nuance et ce goût de la pédagogie,
puisqu'il aime enseigner. Il est professeur à l'école normale de musique Alfred Cortot de Paris où il réside. Et c'est là le coup de cœur, mon coup de cœur, parce que Maître Ramzi Yassa aime le contact, il aime enseigner, il le dit, il vous le dira, selon lui, et je cite, il y a deux sortes d'échanges réels quand on est pianiste, c'est l'échange avec le public, bien entendu, et avec ses élèves. Et avec ses élèves, il travaille beaucoup le son. Je travaille sur le son, dit-il, car il est important de savoir développer son propre son. Alors ça, c'était des termes que je ne comprenais pas bien, et il expliquait qu'on ne peut pas changer le toucher d'un pianiste, comme on ne peut pas changer la voix d'un chanteur, mais en revanche, on peut lui apprendre à travailler le son. Et que c'était cette nuance importante avec des notions en fait très différentes d'approche de l'écoute et de la pédagogie. On est avec son toucher, mais on acquiert le son. Et il a appris tout cela à Moscou, puisque, dit-il, la matière première de la partition, eh bien en fait, c'est la matière première comme d'un grand couturier, comme le tissu d'un grand couturier, et c'est à partir de cette matière première qu'on doit travailler et retravailler. C'est un citoyen du monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme beaucoup de nos grands artistes à l'échelon international. Donc depuis 2003, il est toujours membre actif dans l'association Artistes pour la paix. Et en effet, comme il avait commencé ses études en Égypte, poursuivi à Moscou, puis vivant en France, il était proprement dit un très bon ambassadeur de ce type d'association. C'est un prince d'Égypte, si j'ose dire, parce que moi j'ai eu la chance de le croiser, mais vraiment de le croiser à l'époque, puisque j'étais allée à un de ses récitals en Caire. C'est un prince d'Égypte, c'est-à-dire pour son pays, c'est une icône. Et il est tout à fait à l'aise, vous avez peut-être pu vous en rendre compte dans les œuvres qui nécessitent une technique, une vraie technique de faire, parce qu'il a une main très étendue, et un sens de la luxuriance sonore qui peut être tout orientale, parce qu'il y a aussi des fois des choix de musique et de tonalité tout à fait étonnantes. Vous aurez l'occasion peut-être de réentendre et d'écouter le DVD qu'on peut vous proposer. Donc, Égypte, effectivement, terre des dieux, dos du Nil, alors on va se dire le rapprochement avec Dinard, un peu difficile à trouver, pas si difficile que ça en réalité, puisque le lien en tout cas existe entre l'Égypte et Dinard. Surtout le Dinard d'une époque, notre époque Second Empire, avec l'impératrice Eugénie. Donc de nombreux personnages célèbres ont fréquenté l'Égypte et Dinard. En particulier, Laurence d'Arabie, qui effectivement est venue à plusieurs reprises dans sa jeunesse et à plusieurs reprises à Dinard. Et puis un peu plus tard, Lord et Lady Monde, que vous connaissez bien aussi, Lady Monde avec cette superbe villa Coppingé, qui est d'ailleurs la créatrice de la SNSM, petite parenthèse bretonne du secours en mer. Donc un lien très direct avec Lord Monde, Lady Monde, qui eux ont été avec également Lord et Lady Meyer Sassoon, que j'évoque très souvent, qui ont été à l'origine des fouilles archéologiques de Luxor, donc qui ont pratiqué, qui ont voyagé vers l'Égypte régulièrement avec ces objectifs de campagne de fouilles en Égypte. Puis évidemment, on pourrait parler de Pierre de Rosette, de Champollion, puisqu'effectivement, on a toujours des descendants de la famille Champollion, tout près de la Vicomté. Donc tout ça, ce sont quand même des liens qui existent, et que l'époque Second Empire, florissante à Dinard, qui a permis cette apogée architecturale sur Dinard, l'est aussi, cette époque Second Empire, très florissante en Égypte, avec le percement du canal de Suez, qui a été construit, comme vous le savez, par l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps. Et c'est aussi la même période, inaugurée en 1869, ce qui explique aussi les échanges finalement entre des villes comme Dinard, pionnières de technique et qui accueillent des mécènes et des grands techniciens ou des grandes entreprises visionnaires, et l'Égypte de l'époque.
Et puis il y a évidemment l'immense Agatha Christie, parce qu'on a tous un petit coup de cœur quand on habite Dinard. On se retrouve dans les décors d'Agatha Christie, qui elle aussi était allée en Égypte et qui avait évidemment écrit son chef-d'œuvre Mort sur les Nils. Donc on pourrait allonger la liste, mais j'ai décidé en fait avec nos équipes de confier à Ramzi Yassa un travail de réflexion dans l'urgence qui, sans dénaturer le festival, doit lui donner des perspectives nouvelles pour les années à venir. Alors il saura bien mieux que moi donner les grandes lignes de la programmation qu'il souhaite mettre en place, mais avant de lui laisser le soin de vous présenter lui-même ces grandes lignes de l'édition 2015, qui s'inscrira malgré tout, je peux vous le dire, dans les annales du festival, j'ajouterais que, en lui confiant cette mission, c'était vouloir donner cette dimension universelle que nous avons tous chevillée au corps dans nos équipes. C'est cette dimension universelle qui facilite les rapprochements entre les peuples, mais aussi les rapprochements dans notre société. On l'a vu avec notre vidéo. Les rapprochements entre tous, c'est la musique. C'est grâce à la musique. La musique qui est un langage commun qui nous ouvre aux uns et aux autres avec générosité et bienveillance. Et comme maire de Dinard, il m'importe évidemment que notre festival international de musique puisse, en plus du plaisir intense qu'il peut nous apporter en tant que mélomane et pour en fait partager ensemble des moments de grand bonheur, cela nous procure en plus comme une mission de promouvoir ce dialogue entre les gens, ce dialogue entre les peuples. Et c'est la force de Maître Ramzi Yassa et bien d'autres, c'est de réussir par la musique à faire se rencontrer de grands artistes de talent qui sont originaires de pays en guerre, de pays en conflit. Et grâce à la musique, eh bien, tout le monde est en fait réuni et partage des moments forts. Alors je vous invite maintenant, en espérant qu'il soit bien arrivé, je vous demande d'accueillir chaleureusement cet immense artiste. Bravo. L'amitié et l'honneur de s'associer à nous pour donner un nouvel élan international à notre festival de musique classique. Et nous lui rendons effectivement d'ores et déjà un très bel hommage en l'accueillant le mieux possible, en disant merci d'être là. Alors, maître, bon voyage. Excellent, excellent. Bien en forme, en pleine forme. L'air de la mer vous convient? Bien. Alors, on va vous laisser dévoiler les grandes lignes. Moi, je n'ai pas parlé de l'hommage que vous souhaitez rendre à l'un des plus grands pianistes du XXe siècle. Donc, je vous laisse parler de votre programmation, des grandes lignes de votre programmation, de cette année anniversaire, en fait, à l'occasion de l'anniversaire. Mais je n'en dis pas plus, donc je vous laisse prendre ma place. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers amis, je suis très ému et très heureux d'être parmi vous ce soir. Vous avez eu l'occasion de voir le festival naître. Certains d'entre vous l'ont vu naître il y a 25 ans. Et moi, je vous rejoins aujourd'hui, à la 26e année. Donc, je prends un train qui est déjà en marche, qui a avancé très très bien durant ces années. Et j'espère que dans les années à venir, je pourrai donner un essor nouveau. Et ça sera bien sûr dans la continuité, parce qu'un festival aussi grand, aussi important, donne des idées, il donne de l'espoir, il donne de l'enthousiasme pour ceux qui sont à la charge de le continuer, bien sûr. Et pour cette 26e édition, j'ai pensé à un des plus grands
maîtres, un des plus grands musiciens du XXe siècle. Et quand je dis musicien, je le dis exprès parce que c'est pas uniquement un très grand pianiste, c'est un musicien qui est presque unique par sa taille, par son répertoire, par sa vocation pour la musique et le piano pendant toute la durée de sa vie. Et il était d'une grandeur exceptionnelle, d'une modestie extraordinaire, et il a beaucoup donné pour la musique. Pour moi, ça reste un symbole d'exemple pour n'importe quel musicien au monde. Donc c'est Sviatoslav Richter qui, 2015, on fête les 100 ans de sa naissance. Il est en 1915. Moi, je l'ai connu durant la période de mes études, à l'époque c'était l'Union soviétique. J'étais à Moscou, je l'ai vu au conservatoire, je l'ai vu jouer des récitals dans la petite salle du conservatoire et dans la grande salle du conservatoire. C'était un musicien de tout à fait, je répète, d'une modestie extraordinaire. Il venait jouer tout simplement, il était bien en costume, il jouait l'après-midi parce qu'il jouait à n'importe quelle heure. En fait, il annonçait ses concerts très peu de temps à l'avance. Parce que quand il se sentait en état de jouer, il disait « je veux jouer à tel endroit » et bien sûr, pour quelqu'un de cette envergure, on ne peut pas lui dire « mais on n'a pas encore fait publicité » parce qu'il suffit de le dire et la salle est pleine. C'est comme ça que j'ai entendu une fois jouer le triple concerto de Beethoven avec David Oistrakh et Rostropovitch. On nous a dit il y a un concert à 3h de l'après-midi dans la grande salle du conservatoire. Ils venaient d'enregistrer, c'est-à-dire tous les trois venaient d'enregistrer ce concerto avec Karajan. Et ils revenaient de voyage, ils étaient prêts à le jouer une fois supplémentaire à Moscou, pour leur public à Moscou. Et bien sûr, tout était comble ce jour-là. Pour le festival 2015, la programmation est en cours d'élaboration ces jours-ci. Il y aura, je peux vous dire qu'il y aura une belle brochette d'artistes de grande valeur et ils sont d'un âge de maturité des artistes, c'est-à-dire il y a pas mal d'entre eux qui sont dans les 40 ans, donc ce ne sont pas tout à fait des nouveaux, il y aura des nouveaux bien sûr, mais ceux-ci ne sont pas tout à fait des nouveaux qui commencent. Et ce ne sont pas ceux qui sont déjà, leur carrière, je dirais, derrière eux. En matière de progression, ils ont déjà fait une belle partie de leur nom, une belle partie de leur notoriété. Et je cite par exemple une pianiste russo-américaine qui s'appelle Olga Kern, qui est une merveilleuse pianiste qui joue très bien la musique russe. On dirait qu'elle a connu Rachmaninoff, tellement elle joue bien. Elle a eu le premier prix dans le concours Van Claveren au Texas il y a quelques années, et depuis elle fait une très belle carrière, elle vient en France souvent, elle joue. Il y aura le lauréat du concours Richter en 2005, qui est un pianiste qui vit maintenant en Allemagne, qui est d'origine ouzbek, enfin sa carrière est internationale, il a étudié aussi en Espagne au piano, et il fait une très belle carrière. C'est un pianiste aussi qui a eu de très grande qualité. Je pense que certains disent de lui qu'il est un des successeurs de Richter. Il y aura un Frédéric Chou, qui est un merveilleux pianiste chino-américain, qui a un répertoire très original, c'est-à-dire il joue à la fois les œuvres connues, à la fois il joue beaucoup de transcriptions, il en fait lui-même certaines. Vous l'entendrez peut-être probablement dans une des symphonies de Beethoven, transcrite par Liszt pour le piano. Ce qui est très intéressant parce que Liszt était un grand défenseur de la musique des autres compositeurs aussi. C'était quelqu'un, en dehors de son génie en tant que pianiste, en tant que compositeur, c'était quelqu'un de tout à fait généreux vis-à-vis de ses collègues compositeurs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous savez. Parfois les compositeurs sont très cruels avec leurs collègues. Ouais. Ils ne les aiment pas du tout, parfois ils considèrent que vous méritez celui-là. Et puis l'histoire prouve qu'ils avaient tort, souvent plus. Liszt a beaucoup défendu les compositeurs de son époque. Le tiers presque de son œuvre, ce sont des transcriptions. Et ça montre qu'il essaie de les faire connaître aussi. C'est très louable.
Et il y aura un quatuor à cordes, excellent quatuor à cordes qui vient de Prague. Il y aura aussi un instrument que peut-être, j'imagine que peut-être la plupart d'entre vous le connaissent mal ou ne le connaissent pas du tout, qui est le naï. Le naï, c'est un instrument avant qui date de l'époque des pharaons, on le voit déjà sur les fresques. Et puis il a évolué en bassin méditerranéen, la musique ottomane, la musique indienne, la musique arabe a beaucoup utilisé cet instrument. C'est un instrument qui est, c'est-à-dire le joueur de naï, il n'est pas comme nous les pianistes qui ont un piano sur lequel il joue, il a pas mal de naïs sur lesquels il joue. C'est des instruments qui sont capables de jouer des modes de gamme qui ne sont pas juste le majeur-mineur comme dans notre musique occidentale. Il joue des trois quarts de ton et ça donne quelque chose de tout à fait intéressant à écouter. Un timbre merveilleux, on dirait une voix humaine qui parle, même pas qui chante, qui parle. C'est très expressif comme instrument. Et donc ce musicien, il y aura une rencontre avec lui, c'est-à-dire il va parler un petit peu de son instrument, et en même temps il va le présenter avec un percussionniste. Il y aura aussi un grand orchestre, les négociations sont en cours, un très grand orchestre européen qui va venir aussi. Comme l'a exprimé Damremer dans sa campagne électorale, il y aura des jeunes, ce qu'on appelle les étoiles montantes, Rising Star en anglais, parce que tout est maintenant en anglais, et tout est allemand en anglais. On dit Rising Star, mais Rising Star, bon, c'est des étoiles montantes. Ça, ce sont les jeunes qui sont, disons, autour de 20 ans, un peu plus, un peu moins peut-être, et qui sont parfois extraordinaires. Moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'ai eu l'occasion de les connaître durant les concours internationaux dans lesquels j'étais membre du jury, et parfois on trouve des gens vraiment extraordinaires. Ils ont la fraîcheur de la jeunesse et une maîtrise totale parce qu'ils passent leur vie. C'est des gens qui travaillent, on leur demande combien d'heures vous avez travaillé aujourd'hui, je ne sais pas compter. Tellement ils sont là du matin jusqu'au soir à travailler, à essayer de s'exprimer, ils savent que la carrière n'est pas facile, ils savent que s'ils ne donnent pas tout, ils ne vont rien recevoir en contrepartie. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, la vie est comme ça aujourd'hui. Si on ne donne pas tout ce qu'on a, on ne reçoit rien du tout. Si on donne beaucoup, c'est encore pas assez. Et donc, parmi ces jeunes, certains vraiment méritent une place parmi les grands. Ce n'est pas facile, il faut leur donner la chance. Et je pense que c'est une opportunité pour un public, pour un festival, de présenter des gens qui ne sont pas encore connus. Parce que c'est facile de choisir parmi les très connus, les noms qui sont déjà sur les affiches. Je dis, bon, je vais celui-là, celui-là, celui-là. Bon, on n'a pas fait beaucoup de choses soi-même, sauf choisir. Quand on voit les jeunes, on se rend compte qu'il y a une chance de tomber sur des chevals gagnants, comme on dit. Moi, je me souviens, Jakar, ce pianiste russe, je l'ai entendu dans un concours international de piano au Maroc. C'est quand même pas un endroit où on découvre peut-être, ou qui est connu pour être un endroit où on découvre des pianistes. Elle a passé un concours là-bas, elle a gagné le premier prix. Et 3 mois plus tard, elle a gagné le concours du Texas, qui est un des plus grands concours de piano aux États-Unis. Donc ça lui a ouvert toutes les portes, bien sûr, des États-Unis, tous les grands orchestres l'ont invité et tout ça. Donc c'est sûr que c'est beau de voir quelqu'un qui n'est pas encore une étoile et puis de découvrir que quelques années plus tard, il est devenu, sur les affiches, des grands festivals et des grands orchestres internationaux. Le festival veut aussi, mais ça prendra bien sûr, il y a des étapes. Là, c'est la phase, disons, 1, la phase 0, comme on veut, pour les masterclass. Les masterclass, je pense, c'est une étape importante. Pourquoi? C'est pas pour faire un conservatoire de trop, ou pour faire c'est tout simplement pour que le public qui vient écouter des musiciens voit un peu ce qui se passe dans les cuisines. Comment on prépare une interprétation? Comment on fait évoluer un élève qui est doué? Comment on le fait travailler? Comment lui progresse? Il y a des élèves qui, on leur dit juste une petite idée et tout de suite, on découvre qu'il
sortent un talent extraordinaire et qui sortent une énergie qui n'était pas 10 minutes plus tôt. Donc je pense que ça c'est bien sur le plan, les masterclass c'est bien parce que ça fait participer le public qui aime beaucoup à assister aux masterclass. Je me dis parce que j'ai eu l'occasion d'en faire et je vois à quel point il y a des gens qui viennent exprès pour écouter ça parce qu'ils ont l'habitude d'assister à des concerts dans lesquels tout est prêt, la présentation est parfaite et on présente le concert comme ça, mais ils n'imaginent pas exactement comment s'est déroulée la préparation. Là, on voit un grand professeur travailler avec des gens qui sont doués, bien sûr, ceux qui seront invités seront des gens très doués, et on voit comment se passe le processus de travail sur une œuvre et comment ça peut évoluer et comment ça peut progresser. Donc voilà, je pense que ça c'est les lignes générales et j'espère que vous viendrez, vous direz à vos amis de venir pour assister au festival de 2015. Et encore une fois, je vous remercie d'être venu. Je remercie beaucoup Madame le maire de m'avoir donné cet honneur d'être parmi nous pour ce très beau festival de musique de Dinard. Merci maître. C'est vraiment ajouter que pour un programme embryonnaire, je trouve que vous avez déjà beaucoup travaillé. Je m'attendais à quelques vendredis, il y a déjà beaucoup de choses très réfléchies. Donc merci à vous et puis à très vite. Nous allons effectivement maintenant porter le message, être ambassadeurs et puis préparer avec notre association. Donc on va préparer au mieux tout ce festival en reprenant peut-être contact avec vous. Moi je suis à vous. Je sais que dans vos emplois du temps c'est très, très difficile. On va s'organiser très vite, pouvoir vous revoir et préparer tout cela pour nous. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez un petit peu de temps peut-être pour partager un verre avec... Pardon. Est-ce que vous avez des questions particulières éventuellement à poser? Oui. Jaroslav Richter. Voilà. Oui, on va vous donner un dossier stress, absolument, comme ça vous aurez le détail. Donc si vous voulez bien, oui, les dates du festival, la cérémonie d'ouverture est le 8 août 2015 et jusqu'au dimanche qui doit être le 23. Voilà. Oui, on reste sur la même formule que l'année dernière, bien entendu, et vous pouvez déjà croiser les doigts pour qu'il fasse beau. Avant breton, oui, c'est toujours plein air. Par conséquent, on souhaite évidemment avoir une météo clémente. Je vous posais la question, est-ce qu'il y a eu des cas où la météo n'était pas clémente? Monsieur, je peux demander peut-être à Monsieur Foucault, est-ce qu'il vous est arrivé d'annuler une cérémonie d'ouverture de festival à cause du temps? Ça n'est jamais arrivé. On a toujours eu la chance de voir beaucoup de soleil. Oui. J'espère que ça va changer. On a eu des crânes. Oui. Et les spectateurs avaient leur parapluie, étaient équipés, et les musiciens étaient bien couverts. On s'équipe en conséquence, mais bon, on croise les doigts. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci.